Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Je peux faire des conférences devant 10 personnes ou 250, mais franchement, c'est toujours un plaisir. Et en plus, c'est enregistré, donc ça peut être écouté à différents moments, etc. Juste un point de détail, mais qui n'en est pas forcément un, c'est pas la réserve des Sept-Îles. La réserve des Sept-Îles n'appartient pas à la LPO. Ça, c'est très important de le dire. Et puis, je suis le premier à le dire et le redire depuis que je suis en poste en 2012. Donc, c'est de la responsabilité de l'État. C'est un statut fort de protection, c'est une réserve naturelle nationale dont le comité de gestion en fait, est présidé par le préfet. Et il y a une association qui est désignée gestionnaire et en convention avec l'État, c'est la LPO. Voilà. Donc ça, c'est important de contextualiser un peu la chose. Et ce comité présidé par le préfet, il est représenté par une trentaine de membres. Donc des élus, des scientifiques, des usagers, associations de plaisanciers et autres. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'était la biodiversité marine insulaire. Donc, évidemment, je vais vous parler des Sept-Îles, le site que je connais. Donc là, je suis arrivé en poste en 2012 pour diriger cette aire marine protégée. Je travaillais 12 années avant en Normandie sur une autre réserve naturelle nationale, en estuaire de la Seine. Dans un premier temps, je vais vous diffuser un film, parce que finalement, en parler, c'est très bien, et voir les images qui ont été tournées à la fois sur les îles et également sous l'eau, c'est important. C'est un film qui est assez bref, qui a été réalisé par un ami qui s'appelle Didier Brémond, et qui est vidéaste amateur, et qui a fait un joli travail de montage. Et ce film fait 6 minutes, et puis après, voilà, je vais vous présenter un peu les enjeux du site, et en quoi consiste notre métier, et vous verrez que il est très lié au territoire. Les Sept-Îles, c'est évidemment un objet historique par rapport à la conservation, ça fait plus d'1 siècle. C'est un objet de convoitise aussi, parce que c'est très important. C'est un objet aussi politique. C'est un lien très fort avec le territoire et très structurant pour l'économie du territoire. Voilà, du coup, on ne s'intéresse pas que au comptage des macareux et des fous de bassin quand on travaille sur une telle aire marine protégée. C'est un peu caricatural, mais c'est aussi pour vous montrer que on sort de nos chemins de confort aussi pour montrer que c'est extrêmement important. Et franchement, je vous remercie de m'avoir invité. Et franchement, je salue l'initiative. Vraiment, cette fête pour l'océan, elle est excessivement importante. J'espère qu'il y en aura d'autres, dans d'autres territoires, qu'il y aura d'autres éditions. Et voilà, donc on n'avait pas d'autre choix que d'être présent par rapport à cette thématique, en tout cas. Allez, bon visionnage, je vous passe le film.
Voilà pour le film. Vous avez vu cette diversité de couleurs, de formes. Nous sommes en Bretagne, au Sept-Îles, tout a été tourné ici. Hein. Également le requin à la fin, vous avez peut-être entendu parler aussi du retour, en tout cas de cette présence des requins taupes sur la côte, assez exceptionnelle, et des requins qui se situent vraiment en haut de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a du poisson, etc. Et on essaye de comprendre pourquoi. Alors, les Sept-Îles, vous voyez, il y a différents logos, donc c'est au niveau de la commune de Perros-Guirec. L'État est garant en fait de la préservation à long terme et du bon état de conservation du patrimoine vivant de cette réserve. Et puis les îles sont la propriété du Conservatoire du littoral et on se situe, vous allez voir, je vais présenter une carte tout à l'heure, aussi dans un territoire classé Natura 2000 en fonction des enjeux européens. Et donc l'opérateur Natura 2000 pour le territoire, il s'agit de LTC, Lannon Trégor Communauté. Alors j'ai fait ça, j'ai voulu résumer un peu ce midi. En fait, c'est notre manière de travailler quelque part. Ça se veut peut-être un peu compliqué comme ça, mais c'est relativement simple. Donc vous avez des îles avec l'environnement marin, donc les patrimoines marins et insulaires, donc c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc il y a des liens déjà entre ces îles et l'environnement marin. Vous verrez au travers de différentes études, c'est-à-dire que les oiseaux marins comme les phoques par exemple, ce sont des animaux piscivores. Donc évidemment, ils vont dépendre de l'environnement marin. Donc ça, c'est une première chose. Puis après, évidemment, par rapport aux différentes activités, la pêche professionnelle, la voile, la plongée, etc., il y a des interactions qui s'opèrent. Donc après, on a même travaillé sur le plan sociologique en questionnant les gens sur leur lien avec les Sept-Îles. Et le lien, il se fait évidemment à l'échelle du territoire, Côte de Granit Rose et même au-delà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre en fait et de faire évoluer cette réserve avec le territoire et dans son territoire. Donc cette réserve, elle a une particularité, c'est que c'est une petite équipe de gestion. Donc nous sommes 3, 2 gardes techniciens et moi-même. Donc on dépend de l'État. Alors on est salarié de la LPO France, mais notre financement, notre budget dépend du ministère de l'écologie, parce que c'est une responsabilité d'État. Et après, on a également 2 autres services à la station LPO de l'Île Grande, en Pleumeur-Baudou. Il y a une équipe d'animation nature, dédiée à l'animation nature, et une équipe également dédiée au centre de soins pour la faune sauvage. Donc voilà, moi je m'occupe de la partie réserve naturelle avec 2 collègues. Et la particularité, c'est qu'on est assez peu interventionniste. Il y a des réserves où il faut toujours gérer, mettre du pâturage, gérer les niveaux d'eau, faire de la fauche, des habitats qui évoluent très vite, etc. Aux Sept-Îles, on est très spectateur de ce qui se passe. Et donc, au fil des décennies, on a bâti ce qu'on appelle un observatoire des sciences, en fait, avec plein d'indicateurs qui nous renseignent, nous, sur la qualité de notre environnement marin, finalement, et côtier, notre environnement de vie. Et donc ça s'est pas fait comme ça en 10 jours. C'est bâti au fil des années. Et aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure une carte, on travaille avec une trentaine de laboratoires et universités de recherche. Donc c'est vraiment, ça fourmille, et à la fois dans les domaines des sciences naturelles et saines, mais aussi des sciences humaines et sociales. Voilà, dans on va dire, le but de comprendre notre écosystème ou alors notre socio-écosystème. En tant que protecteur de la nature, biologiste de formation, moi, ça m'importe évidemment de protéger la biodiversité, mais on intègre évidemment l'homme dans le processus de conservation. C'est bien de le dire et de le faire, parce qu'on a eu une époque où on dissociait un peu les choses, on cloisonnait, c'est clair, hein. Donc il y a eu peut-être des caractères d'urgence avec la nature sous cloche. Maintenant, on n'est plus dans cette manière de voir les choses. Et moi, intrinsèquement, je suis convaincu qu'il faut aller, et c'est le défi est plus grand, d'aller vers une appropriation et une intégration des usages et de protéger la biodiversité. Et donc, cette conférence, voilà, c'est le premier point, c'est de la transmission du savoir, c'est très important. L'appropriation, parce que dès lors qu'il y a une appropriation par les usagers, ils se sentent plus responsables, plus impliqués, etc. Et puis, ces sciences-là nous aident à la gestion. Et l'idée, c'est bien de se questionner sur ce que l'on veut demain de notre société, c'est-à-dire quel type de nature on veut et qu'est-ce qu'elle nous apporte, etc.
Voilà, ça peut paraître nébuleux, mais je peux vous dire que quand on y travaille, nous en sommes convaincus. Et quand on fait différentes démonstrations au-delà des domaines purement biologiques, qu'on s'intéresse à l'aspect sociologique, à l'économie du territoire, vous vous rendrez compte que la réserve des Sept-Îles, c'est des centaines de millions d'euros de retombées économiques dans le territoire. C'est colossal. Donc, c'est des paroles qui parfois peuvent être assez brutales, mais qui sont aussi importantes pour certaines personnes qui ont du mal aussi à entendre les arguments purement biodiversité et qui pensent que nous restons dans notre petit domaine de spécialistes et qu'on cloisonne les choses et qu'on ne s'intéresse pas aux usagers, etc. Et quand on établit des mesures, on va écarter les activités, ce n'est pas le cas. Vraiment, on essaye d'associer vraiment les différents types d'acteurs. Et ça, c'est un graphique, je vais vous présenter tout à l'heure en fait le projet que l'on mène d'extension de la réserve des Sept-Îles, d'extension du périmètre. Ça, c'est un petit graphique qui résume un peu notre approche et qui reprend un peu ce que je vous ai dit tout de suite. C'est-à-dire que la réserve naturelle, voilà, on a un environnement marin commun, on a tout un savoir, du savoir scientifique, mais aussi le savoir local. On a questionné vraiment tous les gens du territoire. L'idée, c'est évidemment de communiquer à l'échelle du territoire, même au-delà, au niveau national, et tout un travail de co-construction dans l'idée de, voilà, qui est vraiment une pleine appropriation des enjeux. Voilà, donc je rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc la réserve des Sept-Îles, l'archipel des Sept-Îles au large de Perros-Guirec, vous voyez, avec le plateau des Triagos, plus à l'ouest, au large de l'île Grande, avec le phare des Triagos, classé monument historique, qui est magnifique. Et donc là, vous avez un périmètre de 70 000 hectares, ce grand polygone classé Natura 2000, et au cœur de ce territoire, vous avez la réserve naturelle nationale des Sept-Îles qui fait 280 hectares. Voilà. Et donc il y a deux documents extrêmement structurants qui définissent les objectifs, les opérations. C'est un pour Natura 2000, c'est ce qu'on appelle un document d'objectifs, et là, pour la réserve des Sept-Îles, c'est un plan de gestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Nous, en tant que gestionnaire, on rend des comptes, etc. Et nous sommes encore sur cette feuille de route du plan de gestion 2015-2024. Et finalement, bien avant un projet qu'on a relancé d'extension du périmètre, c'est-à-dire qu'on a souhaité, même avec une petite surface, la réserve des Sept-Îles, en fait, c'est les 5 îles majeures et l'Estran, c'est déjà de travailler à l'échelle du territoire, parce qu'elle ne s'auto-suffit pas, cette réserve, il y a un patrimoine qui est prodigieux, il fallait de toute façon travailler sur un environnement marin large et travailler, tisser des liens avec les pêcheurs pros, avec toutes les collectivités, etc. Et c'est pour ça qu'au fil des années, vous voyez, le territoire s'est agrandi, un peu de compétences et d'études de la réserve des Sept-Îles au fil des ans. Voilà une diapo qui résume en quelque sorte un peu les patrimoines, les différents enjeux, donc la biodiversité qu'on verra tout à l'heure en images et qu'on a vu dans le film de Didier Brémond, un espace sous-marin riche et diversifié, la colonie majeure de phoques gris, cette diversité exceptionnelle en oiseaux marins, mais également la forte valeur historique et culturelle avec ce patrimoine vauban sur l'île aux Moines, et puis l'image et la renommée internationale évidemment des lieux. Et aujourd'hui, on le sait, qui est un haut lieu touristique pour la Bretagne, pour l'ouest de la France. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu l'archipel des Sept-Îles, mais là, vous avez une vue aérienne de l'île Rouzic, et puis avec une vue vers l'ouest, et on devine un peu les autres îles derrière, l'île Malban, Bonneau, l'île aux Moines. Et je vais faire un pas en arrière, plusieurs pas en arrière, en fait, pour vous rappeler un peu que les Sept-Îles, finalement, l'histoire de la conservation de la nature, c'est très récent. C'est presque rien par rapport à l'histoire des Sept-Îles. On peut remonter jusqu'à 80-130 000 ans en arrière. Il y a eu un foyer préhistorique qui avait été découvert. Et on peut même imaginer que Néandertal a séjourné sur les Sept-Îles lorsque, en fait, les îles étaient des collines. C'est-à-dire que la mer de la Manche était à sec. C'est intéressant de s'imaginer un peu tout ça. Donc vous imaginez le décor très différent. Et il y a quelques restes aussi de ce passé assez lointain. J'étais à Carnac encore hier avec ces mégalithes, mais il y a une allée couverte sur Bonneau qui date de la même période, de 5-6 000 ans, donc sur l'île Bonneau. Et manifestement, elle était dédiée
au chef de village de Perros-Guirec, enfin Perros-Guirec ou certainement un autre nom évidemment pour l'époque, et elle est tournée vers le fond de la baie de Perros, cette allée couverte. Et après, ce qui a donné le nom à une des îles, et il y en a plusieurs dans le monde, des îles aux moines, et on pourrait même la mettre au singulier, celle des 7 îles, parce qu'il y a eu un moine à la fin, ermite, qui a séjourné un peu plus longtemps que les autres, parce qu'il y en a dans les terres australes, il y a celle du golfe du Morbihan d'ailleurs, il y a souvent des confusions. Et donc il y a les moines cordeliers du XVe siècle, et si on revient un peu, on parcourt le temps toujours, donc il y a la période 17e, 18e, on hérite un peu de tout ce patrimoine, hein, ces fortifications, avec la période des Invalides, la Révolution et l'Empire. Et un bâtiment qui n'existe plus, c'est la photo du milieu en bas. C'est-à-dire que vous avez la caserne et il y avait une aile un peu parallèle. Celle-ci n'existe plus. Voilà. Il y a celle de gauche, ne se porte pas très bien. Donc il y a même l'opération Stéphane Bern là, qui finance pour remettre un peu en état tout ce bâti. Et ce phare, en fait, vous avez le premier phare qui avait été construit en dessin et puis l'actuel suite au dynamitage par les Allemands. Voilà. Et l'actuel phare. Et voilà, il y a des curiosités, un cadran solaire qui date de plus de 200 ans, etc. On approche de notre époque et une période intéressante, hein, pas moins intéressante, pas moins, en tout cas pour le coup, avec une approche de l'agriculture. Voilà, il y a eu de l'élevage, il y avait la récolte du goémon. Il y avait la famille Sénan, c'est l'association Sept-Îles 2000 qui a retracé un peu tout ce travail qui venait de l'île de Bas, qui séjournait quelque temps aux Sept-Îles et qui revenait dans son bateau avec plein d'algues et qui repartait. Et finalement, et ce qui m'a permis de trouver un travail en Bretagne, parce qu'il y a eu l'histoire du macareux, vous la connaissez peut-être, c'est-à-dire qu'il y avait les chemins de fer de l'Ouest, au début du XXe siècle, qui vantait une activité assez particulière de tir au macareux moine. Et en fait, il y a eu des milliers de macareux qui ont été tués. Voilà, ils étaient abattus sur place, ramenés un peu sur le continent, etc. Et finalement, ça a été ça qui a fait que la trajectoire a été donnée à ce territoire. En 1912, on a interdit la chasse, mais même avant cela, en 1901, il y avait aussi la préservation du paysage de Ploumanac. Donc vous imaginez, on est sur deux périodes importantes là, qui a marqué profondément l'histoire, et on ne fait que surfer en fait sur ces faits marquants. Et je dis souvent que nous ne sommes que des passeurs, hein, parce que dans 50, 100 ans, ce que l'on met en place, j'espère qu'en tout cas ça servira plus tard. Mais en tout cas, c'est cette interdiction de la chasse au macareux qui a été vraiment mise en place par Albert Chapelier. Alors c'était le secrétaire adjoint de la LPO en 1912 qui venait de se créer, la Ligue française pour la protection des oiseaux. Il a sensibilisé le préfet des Côtes du Nord pour dire arrêtons, mettons en arrêté d'interdiction de tir. Mais il y a eu plein de gens qui ont été impliqués et qui ont sensibilisé. Et parmi ces gens-là, des gens très influents, très important pour la France à l'époque, et Ernest Renan, l'époque de Maurice Denis et d'autres personnalités, Charles Goffic. C'est des gens qui, c'est peut-être une certaine bourgeoisie, mais qui avaient aussi un rapport aussi à l'environnement, plus sous un angle peut-être paysager, mais en tout cas aussi une volonté de protéger, en tout cas en l'état, ce qu'il y avait. Et donc il y a différentes personnes qui ont depuis travaillé, et en 1976 il y a eu véritablement la création de la réserve des Sept-Îles. Et ça c'est une diapositive pour vous montrer qu'on travaille sur du patrimoine, et c'est vrai que c'est souvent un peu mis au second plan, le patrimoine vivant, mais c'est finalement plus difficile parfois de protéger ce patrimoine vivant, mais il est tout aussi important que et je pense qu'il faut aussi ne pas négliger que les autres patrimoines, qui soient le patrimoine bâti, ces œuvres monumentales, Mona Lisa, etc. Et voilà, ça c'est une question aussi de perception que l'on a, et puis c'est très culturel finalement, comment on est baigné là-dedans depuis tout petit. Et donc nous on s'efforce de travailler sur les patrimoines. C'est pas pour rien si je vous ai présenté aussi avant l'histoire des Sept-Îles, c'est qu'il y a ce patrimoine bâti, c'est aussi
un devoir au sein de la réserve des Sept-Îles que de le protéger. Allez, quelques photographies de ce patrimoine. Les phoques gris, alors c'est un pinnipède, hein, il y a deux espèces de phoques présents, le phoque vaumarin et le phoque gris. Le phoque gris on a 1 millier d'individus en France métropolitaine, ce qui est relativement peu au regard de la population mondiale estimée à plus de 300 000 individus. Et aux Sept-Îles, nous avons une moyenne de 50 individus, mais on peut monter à plus de 200 en période hivernale. Et en période hivernale, il y a 2 sites en France qui rassemblent les phoques en période de mue parce qu'ils renouvellent leur pelage. En Iroise, il y a l'île de Morgol. Et aux Sept-Îles, il y a une île également qui rassemble les phoques. Donc c'est vraiment des périodes sensibles. Alors on parle de colonies, mais en fait ces phoques, ils traversent la Manche en un jour, hein. Donc c'est des populations qui sont très ouvertes, liées aux populations de Cornouailles anglaises, populations d'Iroise, etc. Il y a beaucoup de transit. Et au niveau, une particularité, c'est que les Sept-Îles, on accueille 70% des naissances de France métropolitaine. C'est pas beaucoup, c'est 50 naissances, mais on a l'essentiel des naissances pour la France. Et au même moment, on les suit, hein, on a d'autres baies anglaises qui accueillent plus de 2000 naissances. Donc ça aussi, c'est important toujours de remettre les choses dans leur contexte un peu biogéographique. Donc voilà, c'est joli ce phoque, hein. Alors il est autant, parfois, il peut paraître un peu lourd lorsqu'il est au repos à marée basse sur ces rochers, mais vous avez vu un peu l'élégance que ça peut avoir sous l'eau cette agilité, mais également voilà. Et là, vous avez affaire à une femelle de phoque gris, et ces femelles, comme les zèbres, comme un tas d'animaux, ont des taches naturelles à partir de 2-3 ans, et c'est une véritable carte d'identité. Vous voyez les petites taches qu'il y a derrière l'œil, ça ne va pas bouger. Et on fait de ce qu'on appelle de la photo-identification, et on sait qu'on a plusieurs femelles qui reviennent mettre bas chaque année. Donc ça, on a une des opérations qui consiste aussi à ce qu'on appelle à réaliser un catalogue de photo-identification. Et je vais vous raconter une anecdote. C'était en 2013, et il y a une femelle de phoque qui avait été équipée d'une balise Argos en Iroise, à la Pointe Finistère. Elle est allée faire un petit tour sur la côte nord Bretagne, et puis elle est allée en Angleterre pour refaire le passage dans l'autre sens nord-sud et venir aux Sept-Îles en l'espace d'1 jour. Elle a traversé la Manche. Qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain? Avec mes collègues, on faisait la prospection des blanchons, des jeunes phoques, et elle est venue mettre bas. Vous imaginez, hein, le lendemain de son arrivée. Et pour laisser son jeune, une douzaine de jours plus tard, voilà, sur le site, et puis après, il se débrouille en fait. En théorie, c'est 2-3 semaines, mais elle est partie assez tôt pour rejoindre l'Iroise. Donc c'est un site, vraiment une espèce de nurserie pour les phoques gris, et pour vous montrer aussi à quel point ça peut faire des dizaines, des centaines de milles nautiques. Je vous ai parlé des blanchons. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme image? C'est souvent Brigitte Bardot avec ce blanchon, ce pelage blanc. Et en fait, ce pelage, il va rester peu de temps, une dizaine de jours. Après, il va muer et il va être gris avec une relative petite taille. Et il va se débrouiller. C'est-à-dire que certains vont se spécialiser sur les poissons des fonds de sable, des laminaires, etc., des fonds d'algues, des fonds rocheux. Voilà, il va y avoir une variabilité dans les régimes alimentaires qui est assez incroyable, et dans les sites de chasse. Je vous ai parlé des phoques, maintenant je vous parle des dauphins. J'espère que vous avez eu la chance, peut-être dans le territoire, de croiser des marsouins, des dauphins communs, des dauphins de ruisseau, des grands dauphins. Ce que l'on fait depuis 2014, c'est intéressant parce que vous avez forcément entendu parler des sciences participatives, ou les sciences citoyennes. Les Anglais travaillent sur l'acquisition de connaissances avec les citoyens depuis 30 ans. Nous, on va dire que c'est une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a une plateforme qui s'appelle Ops en mer, c'est-à-dire que dès que vous observez une bande de dauphins, il y a une application où vous rentrez ces données-là. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est, au même titre que les citoyens, c'est engranger ces données-là, en fait, les faire remonter sur cette plateforme-là. Et chaque année, moi, ce que je demande, c'est une démarche descendante, c'est-à-dire que je leur demande entre l'île de Bas et l'île de Bréa, les 7 îles est au milieu, combien il y a eu d'observations. Et donc chaque année, vous avez en 30 données, 30 observations en 2014, et on est monté à 120 données en 2019. Donc vous allez me dire, c'est dépendant aussi de l'effort d'observation forcément et de l'animation de ces sciences citoyennes.
Mais ça nous a révélé des choses quand même. Ça reste de la donnée ponctuelle, opportuniste, mais que le dauphin de Risso est régulier dans nos eaux, que le marsouin est plus observé ces dernières années, que le globicéphale, lui, c'est pas le cas. Il était présent dans les années 80-90, c'est moins le cas maintenant. Vous voyez, des données ponctuelles, même ce marsouin là avec ce jeune, voilà, qui a été pris en photo en période hivernale. Voilà, c'est intéressant parce que c'est très difficile d'étudier ces mammifères marins. Parfois, il y a des survols aériens, c'est des protocoles qui coûtent très cher. En tout cas, les citoyens peuvent vraiment contribuer à la connaissance et nous révéler un peu l'état des populations, etc. Voilà, des sauts de dauphins communs avec les 7 îles en arrière. On passe aux oiseaux marins. Alors ça a fait la renommée, la réputation des 7 îles. En premier lieu, donc le macareux, j'en parlais. Aujourd'hui, on a entre 80 et 150 couples de macareux. C'est le dernier bastion. Imaginez qu'au début du XXe siècle, il y en avait tout autour de la Bretagne. Et il y en avait jusque sur les falaises du Pays de Caux en Normandie. Tout ça, ça a été rayé de la carte, les uns à la suite des autres, parce qu'il y avait des rats, parce qu'il y avait de la surfréquentation. Et aujourd'hui, il n'y a que les 7 îles. Et il reste 1 à 2 couples au niveau d'Ouessant. Mais est-ce que c'est viable? Enfin, j'y crois pas trop. Vous avez sur cette photo les guillemots de Troil. Au milieu, à gauche, avec un plumage plus noir, les pingouins tordas, les macareux. Et puis après, un goéland brun, l'huîtrier pie, le cormorant huppé. 25 000 couples d'oiseaux marins aux 7 îles, 11 espèces d'oiseaux marins. En termes de diversité, c'est très important et au niveau quantitatif également, c'est plus de 10% de l'effectif de France métropolitaine. Voilà, toujours cette même photo. Les fous de bassan, voilà, cette île rousique qui devient blanche avec l'arrivée des fous de bassan à partir du 20-25 janvier. Tous les ans, ils arrivent quasiment à la même date et ils repartent pour les derniers en octobre. Voilà, aujourd'hui, on est en pleine période d'élevage des jeunes là. Et il s'agit d'une des 54 colonies mondiales. Donc il n'y en a pas partout. C'est la seule de France métropolitaine. Sous les mêmes latitudes à peu près outre-Atlantique, il y a celle de Bonaventure. Et puis après, c'est une espèce de l'hémisphère nord qu'on retrouve en quantité, je mets quand même des guillemets, mais du coup en Écosse, Pays de Galles, etc. Et fou de bassan parce que ça vient de l'île de Bass-Rock, en Écosse, et cette île de Bass-Rock accueille la colonie la plus importante avec 75 000 couples. Aux 7 îles, on a environ 20 000 couples. Ça, c'est ce qui est connu finalement des 7 îles. Il y a des oiseaux marins, il y a des phoques gris. Et ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la partie invisible de l'iceberg finalement. Parce que l'avenir des 7 îles demain, il dépend évidemment de la qualité de l'environnement marin. Et en premier lieu, des ressources, de l'abondance des ressources en poissons, de la qualité des habitats marins, etc. D'éviter d'avoir des fréquentations comme on peut voir en Méditerranée, etc. Parce que la plupart du temps, nous sommes sur un fil. C'est-à-dire que vraiment, la conservation de la nature, ça se bâtit sur le long terme, mais ça peut vite aussi être réduit presque à néant avec la présence d'espèces, par exemple. Sur l'île Thomé, vous la connaissez, dans la baie de Perros-Guirec, il y avait des rats sur mulots, ça a été dératisé. Maintenant, il y a du vison d'Amérique. Et la simple présence de cette espèce qui a été échappée des élevages, maintenant qui s'est implantée, qui vit dans la nature, la simple présence du vison d'Amérique, quelques individus sur l'île Thomé, ça a déstructuré toute la population d'oiseaux marins. Et en fait, il n'y en a quasiment plus à nicher. Donc, pour vous dire que parfois, ça tient à peu de choses. Et cet environnement sous-marin, donc après, vous êtes peut-être des pêcheurs à pied, vous connaissez cet estran qui va se découvrir et on a du marnage important dans notre région. Il dépend de plusieurs choses, donc cet environnement sous-marin. Donc il y a des paysages qui sont très variés, il y a des îlots et récifs, ça c'est une particularité du Trégor. Vous allez sur d'autres côtes, évidemment, vous n'allez pas avoir comme ça une côte aussi découpée, des îles, etc. Vous avez des températures fraîches et mouvements d'eau journaliers, avec ce marnage important, autour de 10 mètres. Et puis une diversité de substrats importante. Et tout ça va concourir finalement à avoir un environnement marin assez important. Et si je vous montre deux plongeurs, ce n'est pas un hasard. Donc nous sommes également dans l'équipe plongeurs professionnels. C'est qu'on a un centre de formation qui est situé à Marseille, mais
on en parle évidemment dans la presse, mais le centre de formation de Trébordin, le Cap Plongée, c'est un site de renommée internationale et qui forme les plongeurs de loisirs internationaux, etc. Parce qu'on est dans une région avec un savoir autour de la pratique de la plongée, mais également un environnement qui est propice aussi à la plongée avec des eaux claires, alors pas toute l'année, je vous l'accorde, ça dépend des phénomènes et de houle, etc., du brassage des sédiments, mais en tout cas on a vraiment une activité là qui est en place et je l'espère encore pour bien longtemps. On s'est amusé un peu à énumérer toutes les espèces qui ont été inventoriées en plongée, tout particulièrement, avec différents laboratoires, universités. On a environ 1000 espèces d'inventoriées, rien qu'au niveau des cétiles. Et parmi ces espèces-là, en fait, il y en a, voilà, il y a différents codes pour qualifier si les espèces sont rares, sont en marginalité au niveau géographique, si elles sont des indicateurs, etc. Si elles sont peu communes, si, voilà, au regard des autres inventaires à l'échelle de la Bretagne. Enfin, pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont vraiment importantes, rares, et qui fait que l'environnement marin des Sept-Îles est qualifié parmi les plus riches de Bretagne. Quelques chiffres, hein, c'est plus de 200 espèces d'algues et 150 espèces d'arthropodes. Enfin, voilà, il n'y a pas que le tourteau ou l'araignée, c'est qu'on a une diversité absolument prodigieuse. Et il n'y a pas que les fucales ou les laminaires, vous voyez, il y a plus de 200 espèces d'algues. Voilà, une palette de couleurs assez incroyable qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo, mais là je vous montre quelques photos. Et on a vu ces gorgones, ces éponges de mer. Voilà, donc ce sont des animaux, ça, les gorgones peuvent vivre 20-30 ans, hein. Donc vraiment avec une croissance très très lente, c'est vraiment magnifique. Donc là c'est éclérophare, mais vous avez vraiment des couleurs très, très variées. Vous voyez, donc si vous êtes pêcheur, vous reconnaissez les barres en haut, les anémones, l'ormeau, voilà, qui fait un peu forcément aussi la réputation aussi du Trégor, parce que voilà, il y a une pêche récréative, mais aussi de la pêche professionnelle autour de l'ormeau. Et ces forêts de laminaires, les plateaux, c'est-à-dire autour des Sept-Îles, vous avez des forêts de laminaires comme ça qui ceinturent les îles jusqu'à 25 mètres de profondeur. Vous en retrouvez au niveau du plateau des Triagos, au niveau de Tomé, sur la côte. Et ces forêts de laminaires, elles sont très très importantes, extrêmement structurantes, parce que ce sont des lieux de vie, de reproduction, et ça apporte également beaucoup de matière organique pour l'environnement marin. C'est vraiment des habitats extrêmement riches. Et parfois cette nature, voilà, nous sommes gestionnaires. Alors, gestionnaire, dire qu'on s'efforce de bien connaître notre environnement marin et de mettre en place des mesures, si besoin, pour que ce patrimoine reste en bonne qualité. Donc il y a des facteurs que l'on maîtrise, d'autres qu'on ne maîtrise pas. Ceux qu'on ne maîtrise pas, je mets beaucoup de guillemets parce que parfois on peut aussi les maîtriser, c'est les facteurs météorologiques, prédateurs naturels, les ressources en mer, les dynamiques des populations, etc. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. D'autres choses qu'on maîtrise, telles que la présence, je vous disais, des rats, des visons sur les îles, l'aspect dérangement, qualité du site de reproduction. Donc la plupart des îles sont interdites, hein, aux Sept-Îles, en dehors de l'île aux Moines et qui reste accessible, qui est un peu une fenêtre comme ça ouverte sur les Sept-Îles. Et puis après, cette vision observatoire, ça c'est des choses qu'on maîtrise et qui nous apportent des éléments de connaissance aussi pour faire des choix de gestion. Pour dire que voilà, quand on met tout sur la balance, eh ben, il faut accepter que le fou de bassin il va passer l'hiver en Afrique de l'Ouest, qu'il y a des choses qui nous dépassent. Le macareux il va passer l'hiver au large du golfe de Gascogne. Donc voilà, les Sept-Îles, on n'est ici que pour la petite reproduction de l'espèce à un moment donné. Voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Maintenant, il y a des publications dans Marine Biology, dans des revues de haut rang, et du coup, c'est vulgarisé. Et l'idée, c'est peut-être que ça fasse bouger aussi les lignes dans les politiques aussi de pêche, etc., à une échelle plus globale. Et le fou de bassin, c'est un bon exemple, justement, pour raisonner à une échelle plus globale. C'est-à-dire que là, on a travaillé avec un dessinateur qui s'appelle Maxime Aubinet, qui est un architecte. Cette colonie, elle s'est installée en 1900, fin des années 30. Une trentaine de couples sont arrivés sur l'île Rosique. Et puis au fil des décennies, vous voyez, c'est la partie blanche. Eh bien,
évidemment, il y a une occupation spatiale de plus en plus importante avec l'accroissement de la colonie. Donc ça, c'est un jour, j'espère qu'on fera une exposition parce que c'est des dessins de grande qualité. Pour arriver aujourd'hui, hein, vous voyez la colonie en 2019 avec une partie aussi au nord de Rouzic, une colonie autour de 20 000 couples. Donc ce que je mets en haut, progression spatiale de la colonie sur les Rouzic, en apparence, tout va bien. Mais finalement, quand on regarde les indicateurs d'état de reproduction, tout ne va pas si bien que ça. Et quand on regarde l'état de la population, si vous voyez que depuis 2010, on n'est plus dans des phases comme ça ascensionnelles. Pourquoi? Donc on pourrait se poser la question de la place qu'il y a sur l'île. Il y a de la place. Bon, il y a de la place pour des milliers de couples supplémentaires, c'est pas ça. Il y a Saint-Kilda, plein de colonies comme ça qui arrivent jusqu'à couvrir l'île, les îles dans leur entièreté. Donc c'est pas la capacité d'accueil qui va limiter en fait la présence et qui va aussi changer la dynamique de la colonie. Depuis 10 ans, vous voyez, on est dans une relative stabilité, dans une situation assez chaotique, qui n'avait jamais été enregistrée de mémoire de connaissance de la colonie de Foutbassan. En fait, la grosse problématique, c'est le stress nutritionnel. C'est-à-dire que ces oiseaux qui vont aller s'alimenter jusque en manche ouest. Vous voyez, les points rouge-jaune, c'est les zones principales d'alimentation. Donc ils vont jusque dans les eaux anglaises, hein. Jusqu'en Iroise, etc. Dans le front de marée aussi au niveau de Guernsey. Donc voilà, c'est une alimentation à une échelle importante. Et on a une raréfaction en fait, des ressources, et notamment de la ressource en maquereau, qui va amener les oiseaux à être en moins bon état corporel. Ça c'est mesuré. Avec le CNRS, on se rend compte que l'épaisseur du muscle est de moins importante au niveau des reproducteurs. Et surtout, en fait, il y a un indicateur qui est très bon, c'est combien on élève de jeunes chaque année. C'est-à-dire qu'un Foutbassan vit 20-30 ans, il va élever qu'un jeune chaque année. En théorie, c'est comme les albatros, les cigognes, c'est que ce qu'on appelle des oiseaux assez robustes, des espèces longévives, avec une maturité sexuelle tardive, mais on va élever son jeune dans la plupart du temps, voilà, sans trop de difficultés, avec beaucoup de résilience, etc. Sauf que le Foutbassan, on est arrivé à des années où il y a une production de jeunes de moins de 20%. C'est-à-dire que 2 couples sur 10 en 2018 ont produit leurs jeunes. Et donc c'est lié à ce stock de poissons qui n'était pas assez important. Et il y a également une autre problématique, il s'agit des taux de survie. C'est-à-dire qu'on se rend compte en baguant des oiseaux, en équipant des oiseaux avec du matériel électronique, qu'il y a des oiseaux qui ne reviennent pas sur la colonie. Donc là, il s'agit plus de capture accidentelle et de mortalité sur les quartiers d'hiver ou de migration. Donc au large de la Mauritanie, au large du Portugal, etc. Donc là, on a deux facteurs importants qui font que la colonie ne se porte pas très bien. Et là, de manière illustrée, vous êtes le 3 juillet 2017, vous avez des centaines de nids vides. Donc ça illustre aussi des années très très difficiles pour l'espèce. Et là, en bas, vous avez, plus récemment, nous en avons aussi, hein, une carte postale des années 70-80 avec une colonie en bon état de conservation. On voit plein de jeunes comme ça. Voilà, une colonie dynamique, en bon état de conservation, avec beaucoup de vitalité. Et je vous parlais des captures accidentelles, c'est qu'il y a eu un navire qui a été arrêté au large de la Mauritanie avec pavillon chinois. Et vous allez me croire ou pas, mais ce navire, il y avait des dizaines de milliers de carcasses d'oiseaux marins dans les containers. C'était estampillé poisson. Ça allait vers la Chine. Donc ça, vous imaginez, donc ça c'était en 2013. Bon, depuis il y a la Covid, etc. On se rend compte un peu de la pression qu'on peut mettre sur la nature et finalement comment la nature nous le rend aussi, voilà, et cette proximité avec malheureusement ces pandémies, etc. Et donc parmi les dizaines de milliers d'oiseaux marins, il y avait des Foutbassans, ça n'a pas été quantifié, de nombreux Foutbassans, et notamment, possiblement en tout cas, les oiseaux de Rouzic, parce qu'il s'agit des quartiers d'hiver, on l'a étudié avec le CNRS, privilégiés pour les Foutbassans de Rouzic. Donc vous voyez que la conservation, elle doit se raisonner à l'échelle globale. Maintenant, il faut toujours être optimiste hein, dans nos métiers, et on le fait pour nos enfants en fait. Hein, pour les générations futures, hein, il faut avoir vraiment une vision sur le long terme.
Alors, comment protéger et léguer cette biodiversité en bon état de conservation? On peut s'interroger sur l'échelle de travail. C'est-à-dire qu'un macareux, vous avez vu entre les 7 îles et la distance 100 km, un foot-bassin va s'alimenter à plus de 100 km. Un phoque, un macareux dans les 40-50, un macareux dans l'environnement immédiat. Donc déjà, quelle échelle choisir? Donc ça, c'est une première difficulté. Et en tout cas, on a travaillé avec une chercheure irlandaise pour modéliser un peu les zones d'alimentation et ça nous a servi aussi pour travailler sur le projet d'extension de la réserve des 7 îles. Et là, un élément de connaissance aussi important, c'est on travaille sur le régime alimentaire de chacune de ces espèces. C'est une manière aussi de casser les idées reçues. Alors, non, le phoque gris ne mange pas chaque jour sur un plateau d'argent du homard et du bar tous les jours. C'est provocateur ce que je dis, mais c'est vrai. Et je peux vous dire que les régimes alimentaires sont extrêmement variés et la présence de ces prédateurs, oiseaux et phoques, révèle qu'il y a un environnement marin poissonneux. Et ce ne sont pas ces animaux qui sont en petit nombre. Hein. Je vous disais tout à l'heure, 1000 phoques en France métropolitaine sur 300 000 dans le monde. Enfin, c'est des populations qui sont relativement petites. Et on se rend compte en étudiant le régime alimentaire du phoque, c'est qu'il y a une trentaine d'espèces de poissons, c'est très saisonnier, et c'est beaucoup de tacos, du congre, des vieilles, des différents poissons comme ça, de l'orphie. Oui, il peut y avoir du bar, du maquereau, etc. Mais en tout cas, en termes de biomasse, vraiment, la quantité, donc ce n'est pas forcément les espèces comme ça au premier rang commercialisé, de premier rang commercial. Le macareux, ça a été l'emblème par rapport à l'extraction de sable. Vous savez, de la baie de Lannion, forcément, ça a été l'emblème parce qu'on imaginait que le macareux mangeait que du lançon. Les dunes de sable abritent le lançon. Mais moi, je suis arrivé en 2012 et je disais aux collègues, mais c'est intéressant de le vérifier. Et ce qu'on a fait, en fait, et les Anglais travaillent beaucoup sur cette approche-là, c'est qu'on prend en photo les bols alimentaires. C'est-à-dire que les oiseaux, là, les derniers alimentent, là, ils sont pour la plupart déjà partis. Lorsqu'ils vont nourrir leurs jeunes dans les terriers, comme des terriers de lapins, donc leur unique jeune également, ils vont ramener des poissons dans le bec, parfois par dizaines, et avec la photo, ça nous permet d'identifier et de quantifier les poissons. Et ce que ça a révélé, c'est que ce sont essentiellement des poissons de la famille des Clupeidae Sardinspra. Donc ces dernières années, franchement, on a de l'abondance en ressources. On le voit rien qu'avec ces 150-200 bols alimentaires étudiés chaque année, on a de la ressource. Donc on le verra sur le long terme, mais c'est un peu comme les sciences participatives. S'il y a une année complètement atypique où les oiseaux ne ramènent quasiment rien, ou des espèces indigestes et autres, on peut le déceler avec un suivi comme ça. Et les sciences citoyennes, c'est la même chose. Si du marsouin, en l'espace de 2 ans, on a beaucoup moins d'observations, est-ce que ça va s'inscrire sur le long terme ou pas? On verra. Le foot-bassin, c'est en travaillant sur les ratios carbone-azote, mais aussi en étudiant les régurgitats des oiseaux. Et les cormorans huppés, c'est en étudiant les pelotes de réjection et les otolithes. C'est des petites concrétions calcaires, ça permet aux poissons de s'équilibrer dans l'eau et ça nous permet d'identifier l'espèce de poisson et la taille du poisson, l'otolithe. Donc ça, c'est des collaborations avec différents experts et donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne idée, une bonne représentation de ces prédateurs et du lien avec l'environnement marin alentour. Et voilà quelques poissons illustrés. Je vous ai parlé du congre, mais également des tacos, lieux, des orphies, etc. Donc voilà, des différents poissons qui rentrent dans le régime alimentaire, mais aussi les céphalopodes, les sèches, etc. Là, on s'est intéressé à une interaction particulière dans le Trégor, c'est-à-dire que les phoques gris se nourrissent de différentes espèces de poissons et en fait, certains individus se sont spécialisés dans ce qu'on appelle le phénomène de la déprédation. C'est-à-dire qu'il y a vous mangez de la lotte, certainement, et cette lotte, elle est pêchée avec des filets grande maille à 80 mètres de fond, 70-80 mètres. Et il y a un certain nombre de lottes qui vont être attaquées comme ça par des phoques. Vous imaginez, dans l'obscurité complète, ils vont manger parfois qu'une partie, voire uniquement le foie. Donc c'est vraiment des frappes extrêmement précises. Et on a quantifié et même
estimé les pertes financières pour la communauté des pêcheurs pros. On a estimé à 6% des lots impropres à la commercialisation. Ça, c'est notre rôle de gestionnaire. Tous les gestionnaires ne le font pas, c'est aussi d'avoir une vision objective. C'est excessivement important, c'est d'évaluer le lien entre justement ces prédateurs, parce qu'ils ont leur place, mais également l'activité de pêche durable, sélective, elle a sa place. Et d'évaluer les interactions et voir dans quelle mesure on pourrait minimiser ces interactions. Donc ça, c'est un travail mené en lien direct avec le comité des pêches du département. Et on a des travaux à venir, et là, on va équiper par exemple des langoustes, des lieux, thon rouge et puis du bar avec des petits tags acoustiques. Et là, nous, on sera partenaire d'un programme comme ça international pour vous montrer que voilà, l'idée, c'est d'évaluer les stocks et de voir le lien entre l'Iroise et puis la baie de Seine. Mais c'est qu'au Sept-Îles, on a envie aussi de connaître et notamment d'apporter aussi ces connaissances et de la mettre aussi en lien avec la réserve des Sept-Îles et voir et avec les comités des pêcheurs. Alors ça, c'est un graphique avec qui est presque illisible. Non, c'est simplement, je vous parlais des pêcheurs professionnels. Ce qui est intéressant, là, ça a été un sujet dans le domaine de l'anthropologie à l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la perception du prédateur, aujourd'hui, elle n'était pas la même. Elle n'est pas la même qu'il y a 30 ou 40 ans. En fait, ça peut paraître évident, mais c'est comme un système un peu en entonnoir, et du coup, on l'a prouvé en plus scientifiquement. C'est-à-dire que, imaginez que dans les années 50, 60, 70, l'abondance des ressources était différente, évidemment. On avait un rapport au matériel et un rapport aux prédateurs qui était très différent. Les filets, on les réparait, il y avait des pertes, mais on tolérait cette perte-là. Il y a eu le prix du carburant qui est arrivé, il y a eu les quotas de pêche, etc. Donc il y a eu aussi des aires marines protégées à se créer, ce qui fait qu'on arrive dans un système où le bouc émissaire, c'est le phoque, c'est pas forcément le macareux parce qu'il a un capital sympathie, mais il mange du poisson aussi. C'est plus le cormoran parce que voilà, il y a peut-être l'image du cormoran, la bête noire, etc. Le phoque n'est pas super bien vu, le dauphin est mieux vu, alors que ça mange du poisson aussi. Mais il faut aussi s'interroger pourquoi un prédateur est moins bien vu qu'un autre. Et ça nous a révélé vraiment que on arrive dans des sociétés où on a un niveau d'exigence et de tolérance qui est nettement moins important qu'à une époque. Et de montrer que aussi ces prédateurs ont leur place. Et dans toutes les régions du monde, il y a des interactions négatives, des pertes dans certaines activités, et qu'il faut peut-être aussi coévoluer aussi. Voilà, il y a des activités qui peuvent évoluer, dans les eaux anglaises ça s'est fait, etc. Mais l'important, c'est de s'intéresser les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a embarqué avec les pêcheurs pros, moi j'ai embarqué avec eux, on a eu différents stagiaires. C'est de s'intéresser à l'activité, de montrer à quel point elle est vertueuse, elle est sélective, et c'est aussi à eux de s'intéresser aussi à la place de cette faune marine, etc. Un autre sujet dans le domaine de l'économie, là, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services rendus par la nature. C'est-à-dire qu'on a questionné les gens, des centaines de personnes dans le territoire, au niveau de l'agglo. Donc là, ça a été un travail réalisé en lien avec l'IFREMER également. On les a questionnés sur leur part, sur le temps consacré à la pêche, à l'activité sportive ou à l'aspect contemplation. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, que l'on soit kayakiste, plongeur, plaisancier, qu'on fasse de la pêche récréative ou autre, dans la majorité des cas, c'est la qualité de l'environnement marin qui amène ces gens-là, qu'ils soient résidents ou touristes, qui les amène à faire leur activité. Mais ça, c'est un élément important. Donc, nous, on l'avait imaginé intuitivement que voilà, il y avait cette qualité de l'environnement marin qui amenait les gens à faire leur activité, parce qu'ils vont regarder sous l'eau, parce qu'ils n'ont pas de nappe de pollution, parce qu'ils ont des beaux habitats marins, parce qu'il y a de la faune marine autour d'eux. C'est vraiment ça qui va les amener à faire leur activité. Et donc là, je vous démontre que finalement, un environnement marin de qualité, c'est support évidemment de biodiversité, d'activités récréatives telles que celle-ci, et également support d'activités de pêche professionnelle. C'est-à-dire que le destin, il est commun, quoi. C'est vraiment flagrant, en tout cas au niveau des aires marines protégées, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler dans le même sens. C'est pas et de décloisonner, c'est-à-dire que restons
ouvrons notre porte, faisons des pas en avant vers les autres, etc. Et tout le monde doit le faire. Et on a même estimé les retombées économiques dans le territoire de ces activités récréatives. C'est plus de 300 millions d'euros de retombées économiques, d'économie pour le territoire. Donc évidemment, c'est extrêmement structurant. Et donc nous, on doit en tenir compte lorsqu'on protège la nature. Il n'est pas question de balayer ces activités-là, dire bah non, ça va déranger la nature. Non, c'est de s'intéresser et de voir le rapport à la nature et voir comment on peut lier les choses. Et donc je vous parlais de l'Observatoire des sciences. Voilà, au Sept-Îles, on a le milieu marin, les phoques gris, les oiseaux marins, et en fait on a plein de logos en fonction de ces différents enjeux, et voilà, ça illustre un peu les différentes collaborations qu'on peut avoir avec le monde de la recherche. Et finalement, la proximité géographique du Finistère, le pôle d'excellence, l'Institut universitaire européen de la mer, l'IFREMER, l'INRAE, le Muséum de Concarneau, enfin, il y a plein de laboratoires avec lesquels on bosse, et il y a aussi forcément, ça intéresse de travailler au Sept-Îles parce que c'est pas un environnement marin ordinaire, mais voilà, il y a aussi cette proximité géographique qui nous amène vraiment à comprendre notre écosystème et voir comment on peut mieux évoluer et mieux conjuguer. Et là, vous voyez un peu les communautés de prédateurs. L'idée, c'est de faire du lien avec ces communautés de proies, avec qui ont un lien très fort avec les habitats marins en présence, et de se questionner sur notre rapport à la nature et de travailler entre nature et société. Et donc, voilà, ça c'est la diapositive de conclusion sur à la fois notre méthode de travail. On travaille pour l'avenir, et donc là on a un sujet d'actualité. Vous avez peut-être entendu parler, je dirais peut-être, il y a même de fortes chances dans la presse écrite, qui relaie qu'une partie forcément de ce projet-là. Il y a eu de l'opposition qui a beaucoup fait parler d'elle, qui reste minoritaire dans le territoire, hein, et c'est pour autant un projet d'avenir et qui se veut équilibré, qui souhaite maintenir un équilibre en fait actuel. C'est-à-dire qu'imaginez que la Bretagne, projetez-vous et regardez dans 20 ou 30 ans. Imaginez la Bretagne dans 20 ou 30 ans, 40 ans. La fréquentation qu'il y aura, le climat qui va évoluer, etc. En fait, on s'inspire, nous, des publications dans le monde, de réserves naturelles qui sont vues retirer même leur label UNESCO. Scandola encore, c'était le cas, parce qu'il y a plein de bateliers, des surfréquentations au niveau touristique. Et l'idée, en fait, c'est d'anticiper l'avenir et de vraiment de faire le constat qu'aujourd'hui, on a un système qui est en bonne qualité, et on a proposé, donc l'État pilote ce projet-là, et il y a une enquête publique qui sera menée et chacun pourra y répondre en octobre. C'est la dernière ligne. Une réserve naturelle nationale qui va s'étendre de 280 hectares à plus de 15 000 hectares. Donc c'est un édifice colossal, mais imaginez que, alors il y a très peu de mesures de restriction, d'interdiction. Il y a même pas 1% du périmètre au nord de Rouzic qu'on va interdire, essentiellement au nord de Rouzic qu'on va interdire pendant 5 mois. L'essentiel est ouvert. Parce que on a mesuré les pressions avec plein de partenaires, l'agglomération entre les habitats marins, la pêche professionnelle, on a mesuré les activités récréatives, etc. On a fait vraiment un diagnostic complet, et on assume le fait qu'il n'y ait pas tant d'interdits que ça, même sur une réserve naturelle nationale dévolue à la biodiversité. Et ce sera un territoire justement qui sera dévolu à la biodiversité. C'est si dans 10 ou 20 ans il y a des pressions qui arrivent, l'État devra s'engager à les réduire, à les supprimer, ces pressions nouvelles, en lien avec un comité consultatif, etc. Donc voilà, ça veut dire que c'est un territoire qui sera dédié à la biodiversité et ouvert. C'est ça que c'est important, c'est-à-dire que l'accès au trou de Rouzic pour aller voir les fous de bassin, aller voir les macareux, etc., ce sera toujours le cas. Voilà, donc il y a quelques termes importants. Donc l'approche scientifique, je pense que vous l'avez compris. La gouvernance, c'est-à-dire quel type de comité on peut mettre en place autour des Sept-Îles. En fait, on se rend compte de l'absence relative aussi de la nouvelle génération. Aussi, elle est moins impliquée aussi dans la réserve des Sept-Îles. Comment mieux l'impliquer ? Comment mieux impliquer certains élus, certaines associations de plaisanciers et autres.
Vraiment, l'implication, c'est un mot important et il faut se faire confiance. Enfin, je n'ai pas un métier tous les jours facile, je ne compte pas que du macareux et du foot bassin, je peux vous dire. Il y a eu beaucoup de désinformation pour des gens qui veulent simplement protéger la nature. Hein. À une époque, hein, en période de guerre, on aurait appelé ça de la propagande. Enfin, c'est allé très très loin. Évidemment, ça a une dimension politique et évidemment, ces gens qui sont les premiers à crier haut et fort, on les écoute, surtout en période électorale. Donc voilà, c'est évidemment des objets qui sont difficiles à mener, à gérer, mais on a foi vraiment dans ce que l'on fait, on est extrêmement fiers et nous sommes des gens pugnaces et on le fait, je le répète, pour les générations futures. Moi, je le fais pour mes enfants, voilà, pour tous les citoyens trégorois et au-delà. Et demain, du bon sens, hein, je le dis, la confiance. Il faut créer des synergies avec la technopole, par exemple, de Lannion. Moi, je crois que demain, on a tout intérêt à développer des directs sur le monde sous-marin, par exemple. Vraiment, la technologie en place, vraiment, il faut innover. Ça se fait dans les eaux américaines, etc. Je pense qu'on a un territoire qui est tout à fait prompt, avec une biodiversité exceptionnelle où on peut développer ce genre de choses. La solidarité, hein, l'intelligence collective, etc. Voilà, le projet que l'on a proposé d'extension, on a fait une 30aine de réunions, donc la concertation, on sait ce que c'est. Elle n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, on s'y est engagé, on l'a fait. Et voilà, le projet d'extension, en fait, voilà, j'ai amené quelques plaquettes. En quoi ça se résume? Parce que souvent, on entend parler du projet, mais d'une autre façon. Et pour les usagers, qu'est-ce qui sera autorisé? En fait, l'essentiel des activités sont maintenues. Qu'est-ce qui sera interdit sur une partie du périmètre? Voilà, ça c'est la plaquette. Donc vous voyez, on ira jusqu'au plateau des Triagos. C'est le projet, hein. Le décret ministériel pourrait être signé fin 2022. C'est des processus qui sont assez longs. Ça viendra épouser l'île Thomé dans la baie de Perros-Guirec et ça prendra tout le plateau des Sept-Îles. Et donc le choix a été fait de ne pas aussi épouser le littoral au regard des activités en place récréatives, plongée, kayak et autres. Et après, on a Natura 2000, le contexte Natura 2000, et aussi qui peut faire tampon, en fait, le lien. Et vous êtes sans savoir qu'il y a quand même un peu de pollution en Bretagne, on connaît les algues vertes. La réserve marine, ce sera aussi intéressant pour mettre des nouveaux indicateurs en place et voir si les pollutions se retrouvent aussi au niveau de la faune et de la flore sous-marine, etc. Il y a vraiment un dispositif à mettre en place aussi à ce niveau-là. Et une fois de plus, pour léguer un beau patrimoine et rendre compte aussi de la qualité de cet environnement marin. Et d'impliquer les citoyens, hein, finalement. La LPO, nous, on est désigné gestionnaire, mais une petite équipe ne peut pas tout faire. On associe les sociétés de transport, il faut associer les plaisanciers, les plongeurs, etc. à l'acquisition de connaissances et de manière à ce qu'il y ait une appropriation globale. Et on a dans nos missions une mission qui est parfois délicate, les missions de police de l'environnement. Et donc on se fait aider également par des organismes spécialisés dans la police de l'environnement. Nous sommes également commissionnés, mais il peut y avoir aussi des lanceurs d'alerte, des gens sur place qui nous disent voilà, on a constaté telle ou telle chose. Voilà, faut que ce soit une espèce de veille un peu globale, que tout le monde soit engagé dans la conservation de ce patrimoine qui, je le répète, est exceptionnel. Et il suffit de s'en rendre compte lorsqu'on parcourt la Bretagne, d'autres contrées dans le monde. On est toujours émerveillé de voir ces populations d'otaries dans l'hémisphère sud, ces populations d'orques, mais en fait, quand on regarde chez soi avec ces colonies de phoques gris, cette diversité d'oiseaux marins, en fait, on a un patrimoine qui est intéressant et des gens peuvent se déplacer de très loin pour le voir. Je vous remercie.